Et vous pensez qu'on peut faire un nouveau sketch en réutilisant juste un ancien sketch? Bah ouais, on peut toujours essayer après tout. Bon d'accord, très bien. Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Faux Raccord. Nous sommes en compagnie de notre spécialiste de l'émission Meeple. Bonjour Meeple. Bonjour Meeple, une boîte de jeux mal rangée, un plan mal tourné, rien ne m'échappe. Et justement Meeple, qu'avez-vous pour nous aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui Meeple, je m'attaque à la vidéo du vendredi, la dernière en date. Ah quand même. Bah quoi? Non rien, mais ce ne sont que des amateurs, il n'y a pas beaucoup de gloire à trouver un plan maladroit. Eh ben c'est pas grave, hein, ils sont pas au-dessus de tout le monde non plus. Non c'est vrai. Allez on y va, le temps passe là. Bon, regardez ce plan lors de leur dernier sketch. Ok, je vois donc Tom, mais en train d'expliquer des règles de jeu à Alice et Antoine. Ouais, mais regardez bien derrière, les meubles de boîte de jeu. Ce sont des boîtes de jeu, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir. Attendez un peu. J'avance jusqu'au prochain plan. Thomas est censé être dans une autre salle pour y prendre un café. Regardez derrière. Ah oui, je vois. Et on retrouve les mêmes meubles en arrière-plan. Ouais, pas mal. Voilà. Il s'adresse aux autres comme s'il était ailleurs, mais en réalité, il n'a pas bougé. Ils ont juste changé l'angle de la caméra, ces gros feignants. Mais on me la fait pas, moi. Bon, d'accord, vous tapez un peu sur l'ambulance, là, Meeple. Bah, il faut qu'ils se professionnalisent. Ils ont plus de 3000 abonnés, maintenant. Assumez, les gars. Ah oui, 3000 abonnés. Ouais, 3180, pour être exact. Ah, quand même. Il serait temps de plus faire d'erreurs, en effet. Mais qu'est-ce que je disais? Et je vais regarder d'autres vidéos moins récentes. Ces types, ce sont des arnaques. Méfiez-vous, je vous ai à l'œil. Oh, ils doivent trembler, Meeple. Vous croyez? Oh, j'en suis sûr. Bravo, Meeple. Bah, merci, Meeple. Je vous ai manqué, j'espère. Alors, bienvenue dans cette vidéo du vendredi où avec votre délicieuse Alice et Alex. Salut, salut. Ça va? Ça va, ouais. Alors, on va commencer direct. Moi, je suis direct. On va commencer avec Mandragora, offert par le Studio H. On reconnaît leur boîtage, hein. C'est oui, homogène au moins. Tout à fait. Mandragora par Bruno Catala et Florian Siriex, si je ne l'écorche pas. Tout à fait. C'est de 2 à 4 joueurs pour une partie d'environ 20 minutes. Illustré par Pierrot. Ah oui, oh, notre cher Pierrot. Alors, Mandragora, c'est un jeu de collection et, en fait c'est de collection et d'objectifs en fait et de collecte de points de victoire. Voilà. Le but c'est d'avoir le plus de points de victoire possible. Donc on va avoir des sortes d'échoppes de magie. Voilà, donc nous sommes des sorciers. Donc dans chaque échoppe on va avoir des grimoires et des ingrédients pour lancer des sorts. On a notre petit assistant ici qui se casse la gueule. Notre assistant qu'on va aller envoyer récupérer pour nous ces ingrédients et ces grimoires parce qu'on est beaucoup trop bien pour le faire nous-mêmes. À votre tour, vous avez le choix entre deux actions, c'est assez simple. Soit vous avancez votre assistant de 1 à 3 cases pour récupérer l'ingrédient ou le grimoire là où vous atterrissez, soit vous décidez de ne pas bouger et de lancer un sortilège. Comment on lance un sortilège? Eh bien, il faudra avoir récupéré ces grimoires là. Voilà, il y en a dans chaque couleur. Oui. Et avec ce grimoire là, il va falloir faire des sorts du même élément. Donc il va falloir rajouter ces ingrédients là pour avoir par exemple un sortilège rouge. D'accord. Alors là vous allez avoir 3 de base. Il y a des grimoires qui ne volent que 0, 1 ou 2 aussi. Tout à fait. Et vous allez y ajouter le nombre d'ingrédients que vous pouvez jouer. Tout à fait. Ceci va vous donner accès à ces sortilèges là, voilà, qui seront affichés et qui sont plus ou moins nombreux. Les 1, c'est le plus nombreux parce que c'est le moins fancy. C'est vrai. Là, j'ai fait un sortilège de techniquement 4 de valeur. Donc, j'ai le droit d'acheter soit du 1, soit du 2, soit du 3, soit du 4. Le 4, il n'y en a que 2. Non, attends, je te coupe. Hein. Ah, vas-y, dis-moi. Juste une petite correction. C'est qu'en fait, tu vas récupérer un sortilège égal au nombre d'ingrédients que tu utilises. Ça, c'est pour la fin de la partie. Ah oui, c'est vrai, c'était comme ça qu'on scorerait. Oui, merci. Exactement, oui. Ah, heureusement que j'ai mon assistant. Donc, oui, là, en fait, je récupérerai que le 1. Exactement. Mais du coup, c'est là où du coup les points se comptent. C'est qu'en fait, je vais gagner un sortilège
de niveau 1, et comme mon grimoire est de niveau 3, et bah du coup 3 plus 1, ça fait 4 points. Donc à la fin de la partie, j'aurai 4 points grâce à ce sortilège-là. Exactement. C'est encore mieux si j'avais fait un 3 avec au moins 4 ingrédients rouges. Oui, parce que là tu aurais fait 7 points, et en plus tu aurais récupéré le sortilège de niveau 4 avec un super pouvoir qui t'enlève des cartes à la fin de la partie. Pourquoi il faut enlever des cartes? Eh bien parce qu'à la fin de la partie, qui se termine à la fin de cette pioche, eh bien on va compter donc les points de victoire qu'on aura gagnés grâce à ces mélanges de sortilèges et des petits points qu'on aura récupérés. Tout à fait. Et on va enlever des points en fonction du nombre de cartes qui vous restent dans la main. Donc il faut vraiment essayer de toutes les utiliser ou d'avoir un de ces super sorts qui sont très rares et très chers, qui lui vous permet de défausser toute votre main. Allez, fini. Et celle-ci, vous choisissez une couleur et vous défaussez toute cette couleur qui vous reste dans votre main. Parce que ce sont des couleurs différentes qui nous font perdre des points, effectivement. Voilà. Plus qui fait perdre des points. Oui, bien sûr, j'allais le dire, tu m'as coupé. Ceux-ci, ce sont des malédictions. Des fois, on les récupère parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Et ces malédictions, eh bien, celui qui en aura le plus va avoir ce malus de -2 à soustraire. Voilà. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est que à chaque fois que vous allez avancer, eh bien, vous allez récupérer un ingrédient ou un grimoire ou plus, parce qu'en fait, toutes les cases que vous aurez laissées derrière vous, eh bien, donc par exemple vous avez commencé ici et vous finissez ici, et bien on va rajouter un ingrédient là et un ingrédient ici qu'on va piocher là. Oui, d'ailleurs je précise, il y en a qui sont face cachée et face visible parce qu'il y a des petites échoppes de nuit. Exactement. Et des petites échoppes de jour. Ah ben voilà, là j'ai mis un deuxième, là celui-là on n'a pas envie d'aller le récupérer. Hein. Voilà, donc c'est très malin, il y a des petits twists, par exemple les mandragores peuvent être autant un grimoire de la couleur que vous voulez que autant un ingrédient de la couleur que vous voulez. Et il y a aussi des grimoires noirs, alors là j'en ai pas, je sais pas si je pourrais y accéder, je vais pas chercher dans la pioche, mais des grimoires noirs qui eux peuvent être de la couleur que vous voulez, mais pour faire un sortilège noir, il faut avoir un exemplaire de chaque couleur différente. Tout à fait. Voilà. C'est vraiment un petit jeu très rapide et très agréable. Nous, on y a joué à 2. Complètement. C'était très très intéressant dans le sens où on va pas avancer des fois sur les échoppes pour ne pas laisser après l'autre accéder à des échoppes très intéressantes. Exactement. Ouais. Donc il y a des fois où carrément on joue pas, on va lancer un sortilège où on avance peu, etc. Je pense qu'à 4, ça... Ouais, ça doit être très chouette. Ouais, ça doit être plus nerveux parce que tout le monde va avancer, tout le monde va laisser des cartes derrière lui, ça va vite s'accumuler, donc voilà. Studio H nous a offert ce petit Mandragora, merci. C'est top. Alors, on va continuer avec... je ne sais pas où je vais. Bellum, par ici, par ici. Nous sommes là, oui. Voilà, Bellum Magica de Blue Orange. Donc, c'est Frédéric Guérard qui nous offre ce jeu et illustré par Sylvain Aublin. Voilà, c'est de 2 à 5 joueurs pour une durée d'environ 30 minutes. Dans Bellum Magica, eh bien, on va incarner les méchants. Ah oui, ça t'aime bien. Ah oui, t'aimes bien. On va incarner des méchants maléfiques. Chacun va avoir son petit plateau là, et le but, est d'être le plus méchant en fait. Bien sûr. Pour ça, eh bien, on va piller des villes pour récupérer des trésors, et on va aussi, comme on est méchant, on va aller piller les trésors des autres. Hein, voilà. Oui. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, on va avoir au début un petit plateau qui a des ressources différentes. On a par exemple les ressources de viande, qui elles vont nous permettre d'embaucher des gens dans notre armée, parce que voilà, on est des méchants, donc on a une armée de méchants. On va avoir aussi des épées qui vont nous permettre justement d'aller nous battre contre les villes de ces pauvres petits humains, oh là là, les victimes, ou d'aller maraver les autres, hein, voilà. Oui. On va avoir aussi des runes. C'est même pas des runes en vrai, c'est des cartes au trésor. Voilà, ça c'est des cartes au trésor, c'est ce qui va vous permettre de récupérer les petits coffres qui sont là-bas. Je vais montrer tout ça. Voilà. Hop. Les petits coffres, eh bien c'est ça les points de victoire. En fait, vous les récupérez, vous voyez, il y a 3 types. Les en bois, derrière les valeurs sont pas ouf. Les en argent, c'est pas mal, et les or, il y en a beaucoup moins, mais ils sont vachement cool. Alors, comment on fait? Eh bien, on va avoir un capitaine qui va tourner à chaque tour, qui va lancer ce dé. Quand on le lance, on a le droit, les autres ont le droit de payer leur tournée. D'ailleurs, vous m'avez pas sorti de petits tonneaux. Si, ils sont juste là-bas, regarde, je vais les montrer. Ah ouais, ils sont planqués, voilà. Les petits tonneaux. Des tonneaux qu'on va gagner au fur et à mesure de la partie. Les autres vont pouvoir dépenser des tonneaux pour obliger le capitaine à relancer son dé. Tout à fait. Soit au bout d'un moment plus personne n'a de tonneaux pour faire relancer, soit c'est bon, tout le monde est à peu près content du résultat. Oui. Voilà. On va avoir ce résultat pour activer des lignes. Vous voyez, chacun va avoir ces lignes là. Imaginons, hop, j'ai tiré le 6, et bien je vais activer la ligne 6. Donc je vais gagner 1 de gigot, une carte au trésor et 2 épées, voire 3 épées. Hop. Oui. Les gigots, eh bien on va les prendre dans la réserve et on va les gagner.
Voilà, hop, ils sont magnifiques. Oui. En vrai, ils sont trop mignons. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, chaque joueur, en commençant par le capitaine, va utiliser ses ressources pour justement embaucher des méchants qui sont là-bas. Tout à fait. Et comme vous voyez, les méchants ont deux côtés de la carte. Et en fait, quand vous allez le recruter, vous allez le placer d'un côté ou de l'autre de votre plateau. Et en fonction du côté où vous le glissez, oui. eh bien vous gagnerez des avantages différents. Exactement. Donc c'est vraiment comme ça que vous allez créer votre armée et optimiser votre armée. Alors soit vous pouvez décider de mettre des trucs vachement cool que sur une ligne, je vous le déconseille en vrai, parce que sinon vous êtes à poil sur tous les autres chiffres. Oui. Mais voilà, c'est essayer justement de plutôt équilibrer et que vous optimisiez clairement votre armée. Et une fois qu'on a fait ça, on va recruter, on va pouvoir aller attaquer les villes. Tout à fait. Justement, avec la force de vos épées qu'il faut avoir ici, ça c'est sa défense en fait. Tout à fait. Il faut avoir minimum ça. Voilà. Vous pouvez gagner si vous avez autant de force que le petit bouclier. Là, je crois même que c'est bouclier un peu plus. Oui, en fait, là, c'est des boucliers magiques. Donc, il faut au moins une épée magique pour passer ça, plus les 4 classiques. On a des épées magiques en exemple? Oui, bien sûr. Sur la carte que tu as montrée tout à l'heure, tu vois. Ah oui, oui, elles sont roses. Voilà, elles sont roses. On reconnaît. Exactement. Voilà. Mais oui, c'est une sorcière, évidemment que c'est magique. Donc voilà, vous allez pouvoir, quand vous arrivez à vaincre une ville, vous pouvez récupérer ce qu'il y a ici. Celui-là, elle est vachement bien. Il y a le trésor rouge. Ça. Voilà. Et après ça, vous pouvez aussi, si vous voulez, peut-être. C'est soit on attaque les villes, soit on attaque nos voisins. Ou on peut faire les deux. C'est ça, en fait, c'est le choix. C'est soit une ville, soit un joueur. Ouais. Voilà. Donc si vous décidez de ne pas attaquer les villes, vous pouvez aller attaquer les autres qui ont un minimum de défense qui est ici. Oui. Voilà, comme pour les autres combats. Et ici, il y a l'exemple, c'est que des fois, vous avez des gars que vous embauchez qui vont vous rapporter des boucliers qui donc vous défendent bien mieux. J'ajoute juste que pour voler des coffres à un joueur quand on l'attaque, il faut avoir des petits symbole de masque rouge. Voilà. Sinon vous n'êtes pas de voleur, donc si vous n'êtes pas de voleur, vous volez rien. Voilà. Voilà. Après on change de capitaine, qui tirera le dé, etc. C'est à peu près tout. Oui, la partie prend fin quand un joueur a obtenu 10 trésors devant lui, tout simplement. Voilà, et on va révéler les trésors pour voir qui est celui qui a les plus grandes valeurs en additionnant toutes nos valeurs. C'est simple, c'est efficace, très sympa. Pour ceux qui ont joué à Miniville ou Valeria, c'est un peu cette même sensation de jeu. Le dé va déterminer les actions, à vous d'optimiser au mieux. C'est vraiment de l'optimisation, c'est hyper intéressant en vrai de prendre ces cartes qui sont doubles et le choix de bien... Il faut faire le bon choix, parce qu'après, si 2 tours plus tard vous êtes genre j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Possible, mais vous avez plein de méchants différents, une égyptienne, une sorcière bien moche. Je crois que c'est un nécromancien, je dirais. Ça c'est Odin quand il a mal tourné, je dirais. Et ça c'est un chevalier noir. Voilà. Bellum Magica. On passe ensuite. Alors lui quand même, je pense que tout le monde en a entendu parler. Ça fait des mois qu'on en entend parler. Rapa Nui, qui est en fait une réédition, c'est ça, hein? Oui, des géants de l'île de Pâques. Voilà, c'est un nom un peu plus stylé, mais ça reste toujours sur le thème des géants de l'île de Pâques. Alors ici vous allez avoir, d'abord c'est Fabrice Besson qui nous fait ça et Guillaume Montiage. C'est pour 2 à 4 joueurs et 45 minutes. Merci à Matago aussi de l'avoir réédité. Voilà. Donc on passe sur le plateau. Alors ici il est plié en 2 parce qu'il est bien plus grand. Il est géant ce plateau. Ouais, il est magnifique aussi. C'est l'île de Pâques vraiment, avec la vraie forme de l'île de Pâques. Enfin voilà, c'est super bien documenté. On va avoir chacun un petit clan, avec son petit plateau. Que tu peux montrer ici. Je vais le montrer. Voilà, avec nos petits ouvriers, etc. On va avoir chacun un petit chaman, un petit sorcier qui ressemble à ça. Oui. Et on a aussi des chefs, d'ailleurs ils sont... Oui, c'est ceux-là. Des chefs qui au début sont pas débloqués. Voilà, ça se débloque plus tard. Alors, dans Rapa Nui, notre but ça va être de faire des points de victoire, tout simplement. Des points de victoire qu'on va principalement gagner ici. Alors, montre-moi. Oui, tout à fait. Voilà, ici. Et comment on va les gagner? En érigeant les moailles, ce sont ces petits, plus ou moins petits statues. Ah oui, là. Voilà. On va ériger des moailles. Bon, après, il faut les coiffer aussi, les pauvres. On n'aime pas les moailles tout chauves. Voilà. Ils sont trop mignons. Alors, on va faire une mise en place déjà au début avec plein de petits... Comment on appelle ça déjà? Non, ça veut dire des maouis. Mais des ouah, non, des... un truc... des oui. Ouais, voilà. Je ne sais pas. Presque pareil, voilà. C'est des objectifs. Voilà, c'est bonus. C'est vraiment des petits bonus quand vous arrivez à ériger justement un moai pile à son endroit. Hop, celui qui l'a érigé récupère ces petits bonus qui sont des petits pouvoirs hyper intéressants. Donc du coup, ça va être vraiment la course à ces petits pouvoirs. On va avoir en fait des chemins qui vont partir de la carrière de pierre, ici, et on a aussi la carrière, alors là on l'entreaperçoit, la carrière d'argile. Oui.
Voilà, la carrière d'argile, vous voyez, ou peut-être pas, mais elle est un peu orange, et bien elle va servir à construire les coiffes qui sont un peu orange. Alors que la carrière de pierre, elle est grise, elle vous permettra de construire des moailles eux-mêmes, le corps. Tout à fait. Alors, à votre tour, en commençant par le premier joueur, eh bien vous allez prendre un de vos petits ouvriers que vous aurez devant vous. Donc normalement, il n'y a pas d'ouvrier sur le plateau au début. Et vous allez le placer quelque part. Voilà, quelque part étant là, sur le plateau. Et vous voyez, les emplacements sont délimités par ces petits chemins. Voilà, ici. Là où vous allez le placer, eh bien ça va faire plein de choses, déjà. Celui-ci, il faut le dire quand même, il est neutre. Voilà. Oui. Hein, le gris, là, les deux gris, ils sont neutres, ils sont là à la carrière et ils vont refiler la pierre. C'est ça. Eh bien, une fois que tout le monde a placé ces petits bonhommes, donc ça c'est sur le plateau, vous pouvez aussi les placer ici. Ça c'est assez intéressant, c'est ici que vous allez pouvoir construire des moailles en fait. Si vous n'avez placé aucun ouvrier ici, vous ne pourrez pas récupérer une statue. Je vais expliquer en gros que plus vous mettez d'ouvriers loin et plus vous pourrez construire un grand moaille. Ça c'est le petit moaille, le moyen et le grand. Évidemment ils rapportent plus ou moins de points en fonction de leur grandeur. Et ils sont de plus en plus rares. Les grands, ils sont pas beaucoup. Non. Donc pour avoir par exemple un grand moaille, vous voyez le joueur rouge a fait ici, ici et ici. Voilà, il faut vraiment faire une chaîne parce que s'il avait fait ça, il n'aurait pas accès au grand. Il lui manque le milieu. Il faut faire une chaîne. Donc déjà ça va vous prendre quand même 3 ouvriers sur tout ce que vous avez. Les autres ouvriers, bon ils sont là. 2 pecnos ici. Comment on récupère? Eh bien voilà, là vous avez récupéré votre... Alors c'est dommage on le voit pas, il y a un récap de tours sur l'autre partie du plateau là-bas. Il est vraiment hyper clair. Vraiment ça vous dit d'abord vous placez vos gars, après vous récupérez la pierre chacun votre tour. Donc celui qui va commencer, le premier joueur, il va récupérer sa pierre, son moaille, s'il était sur la piste, il va la faire partir d'ici et il va l'amener sur des endroits justement qui ne sont pas encore construits. Comme ici. Tout à fait. Comment il va faire? Eh bien le chemin, vous voyez, c'est coopératif à ce moment-là. C'est-à-dire que vous passez de joueur en joueur, genre il lève les bras et il le porte. Il le porte jusqu'à quelque part. Sauf que par les chemins que vous utilisez pour l'amener, eh bien vous allez permettre au joueur qui a posé son gars ici de récupérer des ressources. Tout à fait. Les ressources qui sont du coup sur cet emplacement, voilà. Et on s'appuie sur les autres pour pouvoir pour ériger notre c'est ça, mais statue. Du coup, quand même, ils sont pas là juste pour être nos esclaves, ils gagnent quand même à nous aider. Donc c'est très stratégique de poser notre gars au début pour essayer d'être sur les chemins les plus empruntés. Comme ça, vous êtes sûr que tout le monde va vous vouloir votre aide et vous allez gagner plein de ressources. Ces ressources, on les voit ici sur ce plateau. À chaque fois que vous en gagnez, vous allez augmenter votre petit cube. Voilà, par exemple, si j'ai gagné un de bois, hop, j'augmente. Parfait. On arrive jusqu'au bout, et c'est perdu le reste. Voilà, ça peut pas avancer plus loin. Donc faut aussi gérer nos ressources. Ça sert à rien d'en avoir trop. Donc on va dire que le moaille arrive ici, trop cool. Hop, je récupère mon petit pouvoir. Tout à fait. Et par contre, je vais fatiguer le gars qui a utilisé, alors normalement voilà, hop, je vais le fatiguer pour construire mon moaille. Tout à fait. Voilà, il ne pourra pas faire autre chose. Par contre, il pourra quand même continuer à porter le... Alors ça c'est bizarre. Même, vous êtes allongé par terre, vous êtes fatigué, mais vous levez quand même les bras pour porter les moailles sur le reste du chemin. Donc du coup, une fois que chacun a fait ça avec ses moailles, s'il en avait construit en étant sur cette piste, eh bien, on va passer aux coiffes, justement, si vous avez aussi construit des coiffes. Tout à fait. Les coiffes, elles vont partir d'ici, et c'est le même principe. Là où vous allez les amener, eh bien, tous ceux qui vous aident à les porter vont gagner les ressources de là où ils sont. Voilà. Une fois Alors non, pas pour les coiffes, pardon. Ah non, les coiffes, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà. Magnifique, vous allez gagner juste du roseau. Tout à fait. C'est la denrée la moins ouf. C'est clair. Voilà. Mais bon, ça sert toujours. Et hop, vous coiffez un moaille. La grande particularité, c'est que vous coiffez les moailles de n'importe qui. En fait, les moailles, une fois érigés, ils sont à personne. Tout à fait. Vous pouvez avoir érigé ce gars tout à l'heure et peut-être que le rouge, c'était pas vous tout à l'heure, et le rouge, il va venir, il va squatter, il va mettre la coiffe. Exactement. Et c'est lui qui gagnera les fameux points de victoire. Tout à fait. Les points de victoire, ils vont se gagner grâce justement aux ressources qu'on aura sur notre plateau là-bas. Donc pour récupérer ces ressources-là, il faut payer, alors combien déjà? Alors il faut payer un certain nombre. Mais ils sont écrits au-dessus. Oui. Mais en gros, plus vous allez payer de la bonne ressource, donc pour récupérer du verre qui est la moins ouf, puisque de mémoire c'est 4. Ouais, c'est 4 je crois. Ouais, de mémoire c'est 4. C'est 4. Donc justement pour avoir les points de victoire verts, qui sont comme vous voyez quand même les moins
moins fou, vous dépensez 4 roseaux. Enfin, oui, c'est ça, c'est du roseau. Sachant que c'est dégressif en fait. Hein. Oui, les points les plus au-dessus sont les plus intéressants. Ouais, donc c'est un peu, c'est la course quand même. Du coup, c'est grâce à cette coiffe que vous allez pouvoir accéder à ces points de victoire. Donc la perle, qui est le violet, qui est le plus rare aussi, c'est quand même les points les plus intéressants. Hein, voilà. C'est surtout, ça va être ça. Et voilà, on a des tours on a vraiment des petits pouvoirs qui vont s'ajouter grâce à ces objectifs là à récupérer. Et c'est bon. Ouais, voilà. Très cool Rapa Nui. Vraiment très très complet. En vrai, on y trouve un peu les sensations des aventuriers du rail, un petit peu plus poussé, mais hyper facile à prendre en main et hyper agréable. On rappelle qu'on a une offre du coup pour les premiers acheteurs. Ah, ça c'est fou. Ça, cette extension, eh bien, elle est disponible que en octobre à la vente, et nous on en a quelques-uns qu'on va offrir, offrir mesdames et messieurs, offrir aux premiers acheteurs. Voilà, c'est une extension en plus qui va vous rajouter bien des choses. Voilà. Tout à fait. Allez, c'est à moi de... Tout à fait, je vais te laisser prendre la caméra. Attention, parce que ce sont des jeux... Parce que nous allons enchaîner sur des jeux pas moches. Non, ce ne sont pas des jeux moches, jamais. Là, on enchaîne sur du Godzilla Total War. Un juego de Oscar Aravaro. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Aravaro, sûrement. Mon espagnol est très mauvais. C'est édité par Toho, je crois, et puis c'est fourni par Don't Panic Games chez nous. Distribué par MAD. Exactement, distribué par MAD. Fais voir le nombre de joueurs. Oui, alors c'est pour 3 à 12 joueurs, vous l'avez ici. À partir de 8 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Globalement, vous allez avoir des sensations un petit peu de Uno, parce que en vrai, c'est vraiment pas très compliqué. L'idée étant de jouer souvent la carte la plus grosse. Hein. Comme à Uno, vous jouez une première carte, le joueur d'après doit jouer une autre carte plus forte, etc., etc. Si vous ne pouvez pas répondre, vous allez en prendre plein la face. Je resitue un petit peu le jeu. Godzilla Total War, c'est pas là où on va jouer des petits poneys. On va jouer des kaiju. Les kaiju, c'est des grosses créatures comme Godzilla, plutôt du côté Japon. Et en fait, on va tous en jouer un, et on va tous essayer de en foutre plein la face à l'autre. L'idée étant toujours de répondre au chiffre demandé. Donc vous avez par exemple, si un joueur joue un 8, il faut jouer au moins 8 ou plus. Et comme les cartes vont maximum jusqu'à 10, parfois vous vous dites, si je joue un 10, c'est bon en fait, j'ai gagné. Et bien en fait non, parce que les kaiju, ils ont ici sur leur face, donc vous voyez ici des points de vie que vous allez perdre très souvent. Ici vous allez avoir, alors pardon, ça c'est le point de vie. Ici pardon, c'est le chiffre justement que vous allez pouvoir ajouter à une carte quand vous la jouez, parce que comme je disais par exemple, si vous jouez un 10 et que du coup vous ne pouvez pas jouer plus parce que du coup vous dites que vous n'avez pas assez de cartes en main ou de valeurs supérieures, en fait vous allez pouvoir jouer un 8 et engager, donc vous tapez en fait votre kaiju et vous du coup vous ajoutez la valeur indiquée, donc 4 plus 8 par exemple, ça vous donnerait 12, donc c'est comme ça que je peux dépasser 10. L'idée c'est de jouer des cartes comme ça pour à chaque fois renvoyer la balle, c'est un peu le jeu de la patate chaude, hein. Vous rebalancez à chaque fois au joueur pour pouvoir répondre. Si celui-ci ne peut pas, il est obligé de défausser une carte de sa main pour indiquer le nombre de blessures qu'il prend. Donc ne conservez pas trop de grosses cartes parce que vous aurez risqué de vous les prendre dans la face. Voilà, le but étant de laminer les adversaires. Un jeu très dynamique, très facile à prendre en main, des petites cartes spéciales pour chambouler le tout, un peu comme au Uno en fait. Très malin, Godzilla Total War, petit jeu rapide d'ambiance où on s'en fout plein la face. On va enchaîner sur un jeu qui n'est pas trop familial, là c'est Venice. C'est un jeu de David Turczi, je sais pas comment on dit, Andrei Novak, distribué par Atalia. Hop, et dans Venice, on va pas se balader à Burano, hein, on va se balader à Venise. Et à Venise, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les canaux d'eau, il y a les gondoles. Et oui, il y a les gondoliers. Et en fait, c'est ça tout le principe de Venice, c'est qu'en fait, on joue des gondoliers qui vont se balader sur des gondoles, qui vont faire en fait ce qu'on appelle du pick and delivery. En fait, on va réaliser des objectifs ici de livraison. En fait, vous allez avoir des ressources à récupérer sur différents lieux et les transporter jusqu'à d'autres. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais il y a un principe de déplacement dans les premières actions de votre gondole. Là où vous allez vous déplacer, vous allez pouvoir poser un petit bonhomme sur une tuile, et au premier emplacement, c'est pas top ce que vous gagnez, mais au fur et à mesure de passer devant des bâtiments que vous possédez déjà, vous allez pouvoir améliorer les gains. Une fois que vous aurez récupéré des ressources que vous aurez placées dans votre gondole, vous allez pouvoir livrer certains lieux. Il faut faire attention parce qu'on peut également construire des ponts, et les ponts c'est intéressant parce que quand vous passez dessous, vous gagnez de l'argent. L'argent c'est intéressant parce que chaque déplacement, hormis le premier, vous coûte de l'argent. C'est hyper malin, c'est assez fluide au final en termes de jeu assez costaud. À 5 ça doit être un peu plus long que ce qui est indiqué, mais là ils mettent 20 minutes par joueur, donc c'est vrai qu'à 5 ça va être assez costaud. Il y a un truc qui est très sympa notamment par rapport au pont, j'y reviens, c'est que quand un joueur passe sous un de vos ponts, il va gagner de l'intrigue. L'intrigue c'est très mauvais, pourquoi ? Parce qu'un joueur qui aura cumulé trop d'intrigue, celui qui en a le plus à la fin est directement éliminé du jeu, donc il vaut mieux pas trop en cumuler.
Il y a des actions qui vont permettre d'accélérer la fin de partie parce que vous avez une piste de progression qu'on ne voit pas ici, ou alors très légèrement, non là c'est les points de victoire. C'est une piste qui s'appelle le Grand Conseil. Et le Grand Conseil, en fait, à chaque fois que vous avancez ce marqueur-là, il y a un marqueur, on va dire principal, qui, s'il est dépassé, met fin directement à la partie. Donc du coup, il va falloir enchaîner à chaque fois, enfin essayer de bien choisir le tempo de fin de partie. Et notamment, le point de victoire se font à travers les objectifs que vous avez réussi à réaliser. Voilà pour Venice, si vous voulez voyager un petit peu. Là, on part très vite sur de la réédition de Sheriff of Nottingham, qui était avant, je crois, chez Yellow ou Asmodee. Ça a changé plein de fois, je ne sais plus du tout. Et maintenant, c'est chez Funforge. C'est un jeu de Sergio Alaban et André Zatz. Hop, Sheriff of Nottingham. Alors, Sheriff of Nottingham, c'est pour 3 à 6 joueurs. Et vous avez un jeu à partir de 14 ans et plus. Alors, pas vraiment, hein, c'est vraiment un jeu à partir, je pense, de 10 ans. C'est pour des parties d'environ 1 heure. Pourquoi 10 ans? Parce que, enfin, 14 ans et plus, pourquoi? Parce qu'en fait c'est un jeu où il y a de la négoce pas mal, il y a un peu de fourberie. C'est dans l'idée un jeu où vous allez essayer de faire passer des marchandises un peu à la douane, sans vous faire gauler évidemment. Mais l'idée c'est qu'il y a un joueur à chaque tour qui va changer, qui sera le shérif, et qui lui peut consulter en fait les cartes de marchandises que vous placez dans votre petit sac. Donc vous placez ça dans votre sac, vous dites ok, ça passe tranquille à la douane, et si le shérif vous chope et que vous n'avez pas exactement annoncé ce que vous aviez mis, vous risquez notamment quand vous mettez des petites marchandises qui sont illégales de prendre pas mal de points de victoire en moins, ou du moins de devoir payer au shérif une compensation. A l'inverse, si le shérif se trompe, c'est lui qui va gagner de l'argent. Ça va être très sympa. Vous allez du coup avoir un objectif notamment de collection par rapport à ce que vous arrivez à faire passer. Vous aurez notamment une extension supplémentaire dans ce jeu-là qui vous permet de rajouter des cartes un peu plus, je vais dire machiavéliques par rapport à des cartes de marché noir. Enfin bref, voilà, le Sheriff de Nottingham est revenu. Un jeu de fourberie, de très bluff. De vous bluff. Vous pouvez même acheter le shérif si vous voulez. Tout à fait, évidemment. Vous pouvez carrément payer et faire. Bon, allez, regarde pas, s'il te plaît, regarde pas. C'est bien. Ok, on va enchaîner. Eh bah attends, tu reprends? Oui, pardon. Alors je vais, hop, c'est Alice qui va reprendre la main. Oui, parce que ça se voit pas, mais c'est ma vidéo quand même. Tout à fait, ce n'est pas moi. Alors, on a quand même vachement de retours en stock qu'on avait oublié de dire la semaine dernière. Tout à fait. On a Azul Pavillon d'été. Alors, il y a la tête d'Alex, mais sincèrement, je pense que c'est le coup de cœur de toute la boutique. Dans le sens où, à notre sens, c'est vraiment le meilleur Azul des trois. Un peu plus, voilà. Un peu plus élaboré. Un peu plus musclé. Mais cette fois, vous faites des rosaces magnifiques et quand vous les complétez, vous allez, vous voyez, débloquer des sortes de petits pouvoirs qui vont vous permettre. Voilà, c'est vraiment. En plus, il est magnifique. Moi, je préfère les rosaces au carré. Mais bon. Un autre retour en stock et encore la tête d'Alex. Oui. Dice Forge, le jeu de dice building. Voilà, on a nos dés et on va les améliorer en collant des faces dessus. Tout à fait, ouais, on change les faces de dés, c'est excellent. J'adore Dice Forge. J'adore Biboun, illustrateur, magnifique. Et là-haut, Thomas va nous tuer si on l'oublie. Le sac à jeu est de retour. Voilà, c'est hyper pratique pour ranger tous vos jeux en vrai. Oui. Au lieu d'avoir les gros cabas là où on défonce les jeux, là ça se range super bien. Tout à fait. Ok, alors on enchaîne. Allez, parce que là. Enchaînons. Ah, bah Rest in Peace, voilà. Oui, tout à fait. Il y a Tom. Il y a vos têtes dessus. Hein. Alors, Rest in Peace, c'est Blue Cocker qui nous offre ça et distribué par BlackRock. C'est fait par Fabien Gridel et c'est illustré par Anne Heitsik. J'espère que j'ai pas trop tué votre nom. C'est pour 2 personnes, c'est à partir de 8 ans et c'est 15 minutes une partie. C'est assez rapide et c'est très dynamique. En fait, on va incarner 2 familles de nobles qui se détestent tellement que même dans la mort, elles se détestent toujours et elles se livrent la guerre. Elles vont envoyer chacun des fantômes de leur famille pour hanter les manoirs de la région et du coup, en fait, prendre le contrôle des manoirs. Voilà, c'est celui qui aura le plus de manoirs qui gagne en gros. Tout à fait. La fin du jeu, en fait, c'est une frise qu'on va mettre comme ça. La fin du jeu est ici, donc on va faire autant de manches qu'il y aura de cartes. Ici, on en a mis moins que ce que c'est d'habitude. Hop, là, ça a été mal mis ça. Normalement, il y a plus de cartes, hein, mais bon, on n'a pas la place. Voilà. Normalement, tout est vide. Voilà, donc la famille bleue contre la famille verte. Oui. Et la partie se termine soit quand on est arrivé au bout, soit quand quelqu'un a récupéré 4 jaunes, je crois, et 3 rouges ou l'inverse. C'est 5 jaunes et 3 rouges. Ah ouais, voilà, merci. Moi, les chiffres, désolé. Hein. Donc, on va avoir une main de cartes. Oui. Voilà. Il faut savoir que vos cartes qui sont ici, votre pioche, c'est limité. Hein, Tout à fait. Vous allez repiocher à chaque fois, mais à un moment, quand vous avez plus, vous avez plus. Donc c'est ballot pour faire des batailles. Et donc on va chacun notre tour mettre une carte de notre côté, voilà, pour réclamer le manoir. L'autre a le droit de continuer à jouer en face aussi. Le but est d'être celui majoritaire, tout simplement, hein, en additionnant tous les chiffres que vous aurez joués. Exactement. Vous pouvez à un moment, si vous voulez, au lieu de jouer une carte, vous retirer. Voilà. Vous vous retirez élégamment de la bataille. Pourquoi? C'est quand même avantageux. L'autre remporte
le manoir, mais vous remportez la carte de médium en fait. Vous prenez les faveurs des médiums. Exactement. Et ce sont des pouvoirs qui vont pouvoir vous aider et vous servir plus tard. Tout à fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'après vous repionchez, c'est ça? Normalement. Oui, à chaque fois, en fait, voilà, on va repiocher une carte. Oui. Voilà, et vous allez continuer à jouer comme ça sur toutes les frises. Ce qui est très intéressant, c'est de savoir se retirer au bon moment pour, eh bien, quand vous avez bien fait cracher l'autre, c'est hyper intéressant qu'il a craché ses plus bonnes cartes et tout, vous avez craché vos petits 2, 3, et après vous faites ok, c'est bon, je te laisse, sachant que les valeurs sont forcément le 6, la plus forte des cartes, et en très peu d'exemplaires, je crois même il y en a qu'une. Tout à fait. Donc voilà, une fois qu'il a sorti son 6, c'est fini. Voilà, et on va continuer comme ça, c'est hyper intéressant. Rest in Peace, ça s'enchaîne super bien et c'est vraiment une sorte de jeu de bataille, on dirait un peu Shoten Toten, mais en fait pas du tout. L'auteur s'est inspiré d'un très vieux jeu qui était un peu plus voilà, un peu plus comme ça, et non pas bon, mais on y retrouve un peu la bataille de Shoten Toten sur une ligne en fait. Voilà, Rest in Peace. On devait ajouter qu'il y avait une petite partie écologique dans le jeu. Oui, oui, attendez, alors là on le voit. Voilà, la boîte est éco-friendly. Ça a été certifié par le FSC. Donc voilà, la boîte a été faite, eh bien elle ne pollue pas. Voilà, dedans il y a une petite carte qui le certifie encore plus. Cool. Merci, heureusement que j'ai mon assistant. Alors, on enchaîne. On continue les retours en stock de The Loop, voilà, où on affronte ce docteur Machiavelli qui veut défoncer un peu l'espace-temps. Exactement. Voilà, c'est du coopératif. Tout à fait. Voilà. Partez aux rivières d'ailleurs. Un autre retour en stock, je suis très heureuse. Oui, c'est sûrement un beau jeu. Oui, c'est un beau jeu. Voilà, il y a ma petite tête, moi aussi j'ai le droit dans ma petite tête. C'est illustré par Nayad. Oh oui, mon favori. Voilà, Big Book of Madness, deck building coopératif dans un univers d'école de sorciers où vous avez ouvert le livre qu'il ne fallait pas et il va falloir vaincre tous les monstres qui sont dedans. Enfin, surtout résister à la folie qui en sort. Tout à fait. Voilà. Nous avons ce petit livre d'aventure. Vous vous souvenez, il y avait déjà le début qui était chaton contre dragon. Exactement, c'est la même collection. Voilà, c'est la même collection. Là, cette fois, dans l'univers de Koala, c'est ça? Oui, des BD de Koala. Et cette fois, on va jouer un super messager trop mignon qui va devoir livrer plein de petits colis et de lettres dans tout le village. Voilà, donc c'est vraiment cette BD où vous faites les choix qui vont vous rapporter à d'autres pages, mais par couleur. Tout à fait. Voilà, c'est hyper mignon, moi je kiffe. Hop. Et maintenant, Histoire de peluche, l'extension pour le jeu d'aventure coopératif où on était des peluches qui défendent leur petite fille, leur propriétaire. Et bien là, on va défendre le petit frère de cette petite fille. Donc ça se passe quelques années plus tard. Et on va avoir deux nouveaux personnages qui sont Pouic la licorne et Goliath la figurine articulée. Voilà, vous allez avoir du coup un nouveau plateau, des nouvelles aventures, etc., etc. Cool. Le principe des extensions, quoi. Tout à fait. Et on enchaîne avec... Hello, salut les copains, salut YouTube. L'actualité jeu de rôle. Oui. Cette semaine, mon cœur aurait pu être empreint de tristesse car nous n'avons pas eu le dernier volume de Tales of Equestria, mon petit poney. Et Dieu sait que j'adore les petits poneys, c'était pas une blague, c'est vrai. Mais mon cœur n'est que bonheur car nous avons ceci, Nautilus par Dead Crows, l'aventure extraordinaire dans l'univers de Jules Verne. Voilà, je peux pas dire mieux, donc on va être propulsé au commandement du Nautilus et on va vivre de formidables aventures qui vont retracer les grands événements. On va aussi retrouver les lieux principaux et les personnages majeurs des différents romans de Jules Verne. C'est pas fantastique ça? Moi j'ai grandi gamin, j'ai dévoré tous les Jules Verne et quel plaisir de les retrouver là, de retrouver cette belle couverture à l'ancienne aussi, il faut le dire. Complètement. Alors de quoi s'agit-il précisément? Eh bien c'est un jeu collection clé en main. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ce livre là vous avez certes les règles qui vont vous permettre de jouer avec toutes les aventures que votre maître du jeu pourra imaginer. Mais dans ce livre-là, vous avez aussi fourni une campagne. Une campagne en 6 scénarios. Pour un livre de cette taille-là, avoir les règles plus une campagne de 6 scénarios, c'est plutôt honorable, franchement, on peut le dire. Tout à fait. Voilà, donc vous avez tout ce qu'il faut pour jouer quand vous achetez ce livre-là. Je le dis souvent, mais là c'est vraiment clé en main. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Bien sûr, derrière vous pouvez créer vos propres aventures en prenant en plus de ça les petits conseils du livret d'aventure. Petit bonus, tout est là. Il vous faudra juste acheter une petite poignée de dés à 10 faces, ou bien sûr il y a des chances que vous en ayez à la maison si vous êtes déjà rôliste. Cool. C'était l'actualité. C'est parfait. Il n'y avait que ça, mais franchement, je suis très content de le présenter. On peut dire bravo à Dead Crows. Et je vous dis à la prochaine pour l'actualité jeu de rôle. Yes. Ciao. Ciao. Et on enchaîne sur
Oh, bonjour. Et coucou. Et oui, c'est encore moi. Vous devez en avoir marre à ce niveau-là, mais c'est bon, je vous promets, c'est bientôt fini. Hein. Alors, derrière le comptoir, on va enchaîner avec du X-Wing. Hop, ici. Et attends, encore. Voilà. Yes. Celui-là, il est grave stylé. Voici des nouveaux vaisseaux pour X-Wing. Toujours, la famille s'agrandit. Hein. Je ne sais pas si un jour elle arrêtera de grandir. Non. Hop. Nous avons... Hop, Pokémon. Oh. Oui, alors là, on a enchaîné 2 semaines de méga Pokémon. Voilà, du dresseur coffret, voilà, coffret d'élite, tout à fait, destinée radieuse. Destinée radieuse. Wow. Voilà. Ensuite, on a, oh là là, on a le trône de fer, la boîte de base pour les Targaryen. Yes. Et regardez ces magnifiques figurines. Non, vraiment, elles sont trop belles. Voilà. Pour trône de fer. Pour trône de fer, le jeu de figurines. Et attention, alors une grosse boîte, une grosse boîte. Celle-là, elle est encore plus grosse. Tsukuyomi. Pour 2 à 4 joueurs de 180 minutes de jeu minimum, je dirais. Et c'est à partir de 14 ans. Voilà, parce que c'est un peu musclore, mais c'est grave cool. C'est distribué par MAD et édité par Don't Panic Game. De Félix Mertica, je te le dis parce qu'il est Merci, parce que je le vois pas ici où je suis. Voilà. Alors, Tsukuyomi, c'est quoi pour vous en parler, eh bien, c'est un monde post-apocalyptique où la lune s'est crachée sur la terre. Voilà. Et dans la lune, en fait, on a découvert qu'il y avait des Oni qui sont des démons. Donc voilà, on va se bagarrer, en fait, le contrôle de zones. Voilà, vous voyez, c'est des zones là. Ici, c'est la lune, en fait, qui s'est écrasée. Et ça, c'est des zones de la terre, toutes dévastées. On va se bagarrer des contrôles de zones. Voilà, c'est vraiment ça. Le but, c'est de contrôler des zones. On va avoir chacun notre clan. Et ça, c'est vraiment le truc le plus intéressant, c'est que c'est totalement asymétrique. Tous les clans sont totalement différents. Et ils sont tous très bien équilibrés. Il n'y en a vraiment pas un mieux que les autres. Il y a des insectes géants, des robots, des nomades, des ninjas, non, des samouraïs robotiques. Enfin, il y a de tout. Génial. Voilà. Il y a vraiment de tout. Ça va être un jeu de prise de zone, mais aussi d'objectifs, des objectifs soit personnels de clan, soit des objectifs communs, soit aussi des objectifs amenés par les clans. Chacun va avoir un objectif de clan qu'il met au milieu et que tout le monde peut faire. Voilà. Sinon, ça va être surtout de la gestion de troupes. Chacun va faire popper ses troupes de façon différente. Les robots, ils sont très peu nombreux, mais ils sont grave forts. Les insectes, ils popent de partout. C'est le principe des insectes. Voilà. Et après, vous allez déplacer vos petites figurines sur les différentes zones pour, eh bien, soit vous battre contre des Oni, parce que les Oni, ils vont se battre contre tout le monde, soit vous battre contre les autres. Voilà, c'est hyper complet. Et chacun va avoir vraiment un petit récapitulatif de tour qui est super bien fait. Voilà. Génial. Tsukuyomi. Très gros jeu, très beau. Voilà, l'univers est grave stylé. Super. Et bien voilà, j'ai fini de vous tenir la jambe pendant je sais pas combien de minutes, mais c'est bon, vous êtes libres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout. Et on se retrouve à la boutique ou dans une prochaine vidéo. Et bien je vous dis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.